Bonjour à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et par J-Call. Alors la prochaine rentrée des classes aura lieu dans une semaine, mardi 1er septembre, et le ministère refuse l'ouverture d'une classe de CP. Alors, à quel endroit, me demanderez-vous ? Eh bien, à Neve Shalom, autrement appelé Wahat al-Salam, qui n'est pas juste une école bilingue hébreu-arabe qui porte ce nom, mais c'est tout un village qui porte ce nom. Ce village se trouve près de Latroun, sur une colline, c'est-à-dire en fait à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem. Et sa particularité, c'est d'être habité par des citoyens israéliens juifs et des citoyens israéliens arabes qui œuvrent pour l'égalité des droits et l'entente entre les deux peuples. Le village se veut un modèle, se veut la preuve que l'on peut vivre ensemble. Alors depuis 1979, une école bilingue offre aux enfants du village des environs une éducation ouverte aux deux cultures. À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministère refuse l'ouverture d'une classe de CP, ce qui met en jeu la continuité même de l'école du village et son projet. Enfin, hier soir, sur le coup de 21h, une bonne nouvelle est tombée. N'est-ce pas, Véronique Ayem ? Bonjour, Véronique. Bonjour, Sylvie. Tout d'abord, je remercie les chroniques de la paix de nous recevoir et la radio Shalom de nous permettre de vous présenter aussi l'école primaire de Neve Shalom Wahat al-Salam. Et voilà. Et donc, Véronique, vous êtes, secrétaire générale de l'association des amis français de Neve Shalom Wahat al-Salam, et vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Véronique, est-ce que vous pouvez nous présenter ce village qui est quand même très particulier ? Alors, Sylvie, je crois que vous l'avez très, très bien présenté. J'avais préparé quelques notes, mais effectivement, donc c'est un village qui a été fondé dans les années 70 par Bruno Hussard, qui était d'origine juive, né et élevé en Égypte, et qui était venu faire ses études à l'école centrale de Paris, et qui est devenu prêtre dominicain, et qui s'est installé en Israël. Ce prêtre avait trois vœux. C'était surtout de construire un pont entre les deux communautés, les communautés juives et musulmanes et chrétiennes, faire un pont sur les trois religions monothéistes. Il s'est très vite aperçu que c'était surtout des problèmes entre les deux communautés arabes et juives qui posaient problème dans le pays. Voilà. Et donc, cette école a été créée en 79, c'est ça ? Alors, l'école a été créée... Comment est-ce qu'elle fonctionne au quotidien, cette école ? L'école a été créée pour les besoins des enfants du village. Parce que les enfants sont nés dans les années 70 et il fallait les scolariser. Donc, l'école a plusieurs aspects. C'est une école binationale, donc où sont élevés et éduqués ensemble les enfants juifs et les enfants palestiniens ou arabes, de religion donc chrétienne ou musulmane. C'est une école qui est biculturelle. On y enseigne la culture des juifs et la culture des palestiniens. Les fêtes politiques, entre guillemets, sont toutes expliquées, que ce soit la Nakba ou que ce soit la Shoah. Donc, c'est expliqué en hébreu et en arabe, puisque ce sont les deux langues parlées dans les classes. Et c'est aussi une école multiculturelle où les fêtes religieuses sont expliquées de façon laïque à tous les enfants. Voilà, donc les enfants parlent aussi bien l'hébreu que l'arabe. Tous les enfants. Tous les enfants, déjà, dans l'école. Alors, l'école primaire en France comporte l'école maternelle. Quand on parle d'école primaire dans ce village, c'est du CP à la 6e, au 6e niveau, c'est-à-dire au niveau 6e. Mais il y a dans le village une crèche et un jardin d'enfants. Donc, dès la crèche, les enfants sont élevés avec l'enseignement dans les deux langues. Les nourrices parlent les deux langues. Au jardin d'enfants aussi. Et dès le CP, ils apprennent à lire et à écrire les deux langues. Et il y a beaucoup d'enfants inscrits dans cette école, école primaire dans ce système éducatif, dans l'école primaire. Dans l'école primaire, il y a eu jusqu'à 200-220 enfants inscrits il y a quelques années. Et cette année,
avec les périodes difficiles de guerre, il y a moins d'enfants inscrits et il y a à la rentrée 2026 en septembre une baisse significative des effectifs, surtout au niveau CP. Et à quoi attribuez-vous cette baisse des effectifs, des inscrits ? C'est difficile pour moi de donner une explication rationnelle, mais il y a quand même deux explications. La situation de guerre et la situation qui fait que les écoles juives sont vraiment de meilleur niveau pour les enfants juifs que les écoles arabes. Donc, il y a une fuite aussi des enfants juifs. Il y a plus d'enfants palestiniens qui souhaitent rejoindre l'école que d'enfants juifs. Ah oui, d'accord. Et du coup, tous les enfants sont des enfants du village ? Non, pas du tout. Il y a une vingtaine d'enfants du village et les autres enfants viennent de 19 villages des environs. Donc, il y a le conseil général aide est très favorable au système éducatif du village et les associations amies étrangères, dont la nôtre, aident au financement des transports scolaires pour ces enfants qui viennent des environs et aux doubles enseignants, aux enseignants qui sont doublés, puisqu'il y a une enseignante juive et une enseignante arabophone dans chaque classe. D'accord. Et alors, alors, vous dites qu'il y a plus d'enfants arabes que d'enfants juifs, finalement, qui viennent. Et c'est quoi la sociologie ? Enfin, quel genre de personnes envoient leurs enfants en milieu juif, justement Alors, c'est une bonne question. Les enfants, ou même les familles qui rejoignent le village, c'est plus un aspect politique, d'ouverture, un aspect plus pour faire avancer la paix. Et le village, que ce soit pour les habitants ou pour les familles qui mettent leurs enfants à l'école, c'est plus un refuge. Pour les familles qui viennent vivre dans le village, c'est évident qu'ils sont beaucoup plus heureux à vivre dans le village qu'à Jérusalem ou dans d'autres villes. Et pour les enfants, l'enseignement est meilleur. L'école du village primaire est une école pilote. Elle est célébrée dans toutes les manifestations de la région. C'est vraiment une école remarquable du point de vue de l'enseignement. Ah oui, d'accord. Oui, elle a été primée. Enfin, tout à fait. Voilà. C'est formidable. Et alors, revenons à notre affaire d'ouverture de CP. Alors, à Paris, il est assez fréquent, finalement, de voir sur des écoles primaires un drap tendu où des parents expriment leur colère à cause de la fermeture d'une classe ou de l'absence d'ouverture d'une nouvelle classe de CP. Mais là, le refus d'ouvrir cette classe de CP, donc dans le village, est d'un autre ordre, il me semble, non ? Racontez-nous dans quel contexte ce refus d'ouverture s'est produit, a vu le jour. Alors, c'est évident que je ne suis pas en Israël, je ne suis pas dans le village, donc oui. Tous les détours et tous les questionnements que vous posez, je ne peux pas vraiment y répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la base, il y a une baisse d'effectifs, ça oui. C'est indéniable, mais que le Conseil général était plutôt favorable à la vie du village et à la vie de cette école primaire, et que c'est un ordre du ministère qui a demandé la fermeture de cette classe. Ah, et alors quels sont les motifs, quels sont les... Le motif, il est politique. Le motif est politique. Il est politique, certainement. Voilà. Dans le contexte actuel des futures élections, je pense que le motif est politique. Oui, quand est-ce que vous avez appris que Neve Shalom a appris qu'il ne pourrait pas ouvrir ? Alors, on a appris que l'effectif baissait ces derniers mois, ça on le savait, mais on a vraiment appris il y a 3 jours que le ministère refusait l'ouverture du CP. Et 24 heures après, je pense que les 2 mois qui ont précédé, pendant tout l'été, il y a eu une mobilisation des parents, il y a eu des actions légales de fait, il y a eu des membres de la Knesset qui ont été contactés, et tout ce mouvement a permis de lutter contre cette fermeture et d'obtenir donc l'autorisation d'ouvrir. Mais attention, donc une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, mais attention, le ministère a bien précisé que c'était aux frais uniques de l'école. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'école, qui a été inaugurée d'ailleurs en 1984 par le président Herzog, il y a eu différents moments. L'école a été privée, l'école a été publique, et
ils tiennent vraiment à être publics, même si ça demande des contraintes. Mais là, cette ouverture de cette classe, qui est totalement exceptionnelle pour le ministère, c'est aux frais de l'école. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin de sommes d'argent de la part des associations amies pour faire fonctionner cette classe. Ah d'accord. Donc en fait, la lutte a quand même payé parce que finalement, à force de pression, mais de pression, si je comprends bien, populaire, sur des décisionnaires, sur des députés, voilà, ça a quand même payé. Donc légalement, la classe peut être ouverte. En revanche, il n'y a pas un centime, alors que les classes on y apprend, je pense, les mathématiques, l'anglais, etc. L'histoire, l'informatique, il n'y a pas de problème. Voilà, alors que toutes ces classes où toutes ces matières ne sont jamais enseignées, ceux-là sont subventionnés avec des largesses qu'on a même du mal à imaginer. En tous les cas, ça paye. Alors, justement, en Israël, les études sont payantes. En Israël, les écoles sont majoritairement privées, sont payantes, tout à fait. Donc là aussi, les parents payent suivant leurs revenus. Je pense qu'il y a un barème qui permet à certains de pouvoir quand même accéder à cette éducation au sein de l'école, même s'ils ont des moyens un petit peu réduits. Mais les associations amies financent beaucoup l'école primaire, que ce soit les transports ou les deuxièmes enseignants. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, les années passées, l'État a quand même financé au moins partiellement... La directrice, il y a toujours deux directeurs dans cette école, un directeur ou directrice nommé par le ministère et un nommé par le village. D'accord. Donc, les enseignants supplémentaires, que ce soit la directrice ou les autres enseignants, sont payés par les subventions des amis, des associations amies. Mais le ministère, enfin l'État, prend part quand même pour le salaire de la directrice et des enseignants, comme dans les autres écoles, bien sûr. Et cette année ? Cette année, oui, mais pas pour le CP. Mais pas pour le CP. Voilà. Bon, donc c'est une victoire, mais... c'est une victoire mitigée, mais c'est une grande victoire quand même, parce que ne pas scolariser des enfants qui démarrent l'école serait voulu dire pas de CE1, pas de CP, etc. l'année prochaine, et peut-être pas... Donc c'est l'avenir de l'école. C'est l'avenir de l'école, qui était en jeu quand même. Tout à fait. Voilà, alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais elle s'appelle Sama Salaim, c'est ça, qui est co-directrice des institutions éducatives du village. Elle a écrit, donc elle a envoyé entre autres une lettre ouverte, et elle écrit « Il ne s'agit pas simplement d'une lutte pour ouvrir une classe de CP », donc comme ce que j'évoquais des parents parisiens avec les draps tendus sur les façades d'école. Elle précise « C'est un combat pour savoir si, à une époque où nos sociétés sont de plus en plus divisées, les institutions qui ont passé des décennies à créer une réalité différente seront protégées et renforcées. » En effet, quand une politique d'extrême droite se met en place, la culture et l'éducation sont souvent les premiers secteurs à en subir les conséquences, a fortiori lorsque cette politique est anti-arabe. On voit bien ce qui se passe en Cisjordanie, les pogroms contre les paysans qui sont devenus quotidiens, etc. Donc voilà, donc c'est quand même, on peut quand même se satisfaire. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les actions qui ont été menées pour arriver à faire pression et à déclencher quand même... Alors, je pense qu'il y a déjà la communauté des parents. C'est très important pour les parents de savoir que leurs enfants continuent à l'école. Et c'est aussi pour eux un apprentissage à la paix. Je veux dire, leurs enfants parlent les deux langues, eux pas forcément. Donc, c'est déjà très important. Il y a une énorme investissement des parents d'élèves. Mmh. Il y a bien sûr les habitants du village. Il y a un projet de presse qui est sur le village, qu'on trouve facilement d'ailleurs sur le site français. Je vous indique le site. Donc, pour vous informer sur le village, le mieux, c'est très simple, c'est d'aller sur notre site, amis au pluriel -ns
was.fr, ami-nsvas.fr. C'est notre site. Là, vous trouverez tous les renseignements sur le village, nos lettres d'information, éventuellement, si vous voulez participer au soutien financier, les moyens de le faire. C'est ce village a l'habitude de lutter, que ce soit pour l'ouverture du CP, que ce soit contre les agressions extérieures, que ce soit pendant les périodes de guerre terribles où le lendemain du 7 octobre, il fallait se retrouver, discuter ensemble. Je pense que c'est un village exceptionnel où, malgré toutes les difficultés et les perturbations, le village existe et se développe depuis plus de 50 ans. Voilà, c'est un lieu de lutte pour résister dans les contextes très difficiles. C'est un lieu d'espérance. Eh bien, nous espérons justement pour ces enfants un avenir de paix. Et nous vous remercions sincèrement, Véronique. Merci infiniment. Merci beaucoup, Sylvie, et merci à vous tous qui nous écoutez.